je suis d'une génération qui a appris les effets positifs de la colonisation, par exemple. Nous avons l'honneur d'accueillir une femme au parcours profondément humain, une femme qui incarne la bienveillance, l'écoute et la force intérieure à travers chacune des facettes de sa vie. Avant même d'être autrice ou créatrice d'espaces de partage, Imani est avant tout une femme de cœur, une amie présente, une mère attentive, une infirmière engagée, mais aussi une personne qui a fait de l'humain sa véritable vocation. À travers son métier, son vécu et son chemin personnel, elle a compris l'importance de prendre soin non seulement du corps, mais aussi de l'âme. C'est cette sensibilité qui l'a amenée à écrire Le Voyage de l'âme, un ouvrage inspirant qui invite chacun à se reconnecter à soi-même, à ses émotions et à son équilibre intérieur. Mais Imani, c'est aussi une énergie fédératrice. À travers ses cercles de femmes, ses ateliers, ses moments d'échange, elle crée des espaces où chacun peut se sentir écouté, compris et accueilli sans jugement. Elle rappelle avec beaucoup de douceur que derrière chaque parcours, chaque blessure ou chaque doute, il existe une force capable de renaître. Son approche mêle spiritualité, introspection et authenticité, toujours avec beaucoup de sincérité et d'humanité. Elle inspire par sa capacité à transformer les épreuves en lumière et à accompagner les autres avec empathie et générosité. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de respect et d'admiration que j'accueille aujourd'hui Imani. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur Virage. Merci pour ton invitation, vraiment. C'était un honneur, c'était évident que j'avais besoin de toi. Pour le coup, c'était une vibration, j'avais besoin de t'avoir ici. Ah, je suis vraiment honorée. Je suis heureuse d'être là, je suis touchée d'être invitée, je suis touchée aussi d'être là dans ce virage pour toi aussi, et de pouvoir apporter cette énergie et aussi plein de bénédictions pour la suite du podcast. C'est très gentil. On commence toujours par un petit jeu virage. C'est une sorte de... Tu connais 2 à 2 sur France 2. Tu devais répondre, tu as 5 secondes. Pas la télé. Eh ben, tu as 5 secondes pour répondre. Tu n'as pas le droit de réfléchir. Je te pose une question, tac au tac, tu dois répondre. D'accord. Okay, pas de réflexion spontanée. D'accord. Ok. On y va. Plutôt thé ou café? Thé. Ok. Ville ou nature? Nature. Silence ou musique? Silence. Lever tôt ou nuit créative? Nuit créative. Cœur ou raison? Cœur. Liberté ou stabilité? Liberté. Ok. Danser seul ou entouré? Seul. Podcast ou playlist? Playlist. Être seul ou mal accompagné? Seul. Regretter ou tenter? Tenter. Une chanson qui décrit ta vie? I'm Every Woman de Whitney Houston. Ok. Une peur que tu combats encore? La peur de l'échec. La dernière chose qui t'a ému? Je dirais toi. Oh, une habitude que personne ne connaît chez toi? Justement, ce côté solitaire. Ok. Ton endroit refuge, justement? Ma chambre. Une chose que tu aimerais entendre plus souvent? Des paroles bienveillantes. Plutôt soleil ou pluie? Plutôt soleil. Improviser ou tout préparer? Improviser. Une énergie que tu refuses autour de toi maintenant? La fausseté. Paix intérieure ou ambition? Paix intérieure. Oh, évidemment paix intérieure. Je vais revenir évidemment en premier sur ton parcours. J'aimerais que tu me racontes avec tes mots à toi, quel enfant tu étais? Quelles sont tes premières... comment tu t'es construite en tant qu'enfant, dans les grandes lignes? J'étais une enfant plutôt très sensible, loquace aussi, bavarde, très fifi, très spontanée, plutôt joyeuse pour mon entourage. En tout cas, j'ai été décrite comme ça. Mais à l'intérieur, plutôt solitaire, introvertie, pas toujours à l'aise dans le monde qui m'entourait. Ok, et adolescence, ça s'est confirmé ou ça s'est plutôt... Plus j'ai grandi, moins j'étais à l'aise. C'est vrai? Ouais, j'étais une adolescente... la danse m'a permis d'être, on va dire, de travailler sur cette image de moi et cette image d'aisance. Mais dans mon fort intérieur, j'ai toujours été très inconfortable dans le monde, toujours à chercher un peu ma place quand même. On sait que tes racines africaines, c'est un vrai sujet, on va y revenir. Mais justement, vu qu'on parle de l'enfance, est-ce que tu avais déjà conscience de tes racines africaines à ce moment-là? Oui. Quelle part ça avait dans ta vie?
Alors, moi, je dirais que j'ai eu un coup de cœur pour l'Afrique au travers de la télé, les livres, voilà. D'abord pour l'image qu'on a un peu poétique, c'est-à-dire la savane, les lions, les girafes, les éléphants. Et puis, dans un second temps, pour le peuple, même si moi, je suis née dans les années 80, et donc l'image qui était véhiculée en Occident de l'Afrique était une image péjorative. Et en fait, quand moi je regardais les gens de mon entourage, ma famille, qui on est nous des Caraïbes, mais on se ressemble Oui. physiquement, et aussi dans les codes sociaux, et je me disais, mais ma famille ne ressemble pas à ça. C'est bizarre ce qu'ils nous montrent à la télé. Tu sentais une dissonance entre ce qu'on voulait te faire croire de l'Afrique, des Ouais, dom-toms, des Caraïbes, et ce que toi tu vivais au quotidien, en fait. exactement. Et donc je me suis toujours dit, bah aussi la vision justement qu'on avait des Caraïbes en Occident, et puis de ce que moi je vivais de l'intérieur, et puis aussi de ce que je voyais aux Antilles, je me disais, mais c'est pas, ça C'est se pas ça. ressemble pas, c'est pas ça. Donc ça m'a fait me questionner sur c'est quoi vraiment l'Afrique, et qui sont ces gens qui sont si proches et si lointains de nous finalement. Et puis après, avec le temps, j'ai appris aussi sur mon histoire, parce que l'histoire de l'esclavage, on nous en parle, mais Ouais. on nous en parle pas comme étant quelque chose qui nous appartient réellement comme histoire. C'est comme si c'était l'histoire d'autres. Et surtout, c'est qui nous en parle? Par Qui quel nous... biais aussi? Eh ben, par le bourreau. Mais c'est Et donc, particulier comme, ouais, c'est celui qui l'a qui a fait, qui raconte, instrumentalisé, ouais. qui le raconte. Et donc, il le raconte. Moi, j'ai appris, je suis d'une génération qui a appris les effets positifs de la colonisation, par exemple. Ah oui. Que ces gens étaient des gens, des sauvages, non instruits, qui ne savaient pas vivre en communauté, et on les a évangélisés, on les a rendus voilà, sociables. C'est ça que moi j'ai appris. Ah, Et mes parents ont appris pire oui, c'est vrai. encore. Parce que mes parents, eux, ce qu'ils ont appris, c'est que leurs ancêtres étaient gaulois. C'est dur de se Euh, construire à ce moment-là. c'est Et compliqué de se c'est encore construire plus. comme ça. Mes parents se sont construits dans le colorisme, mes parents se sont construits dans tout ça, et moi, c'est ce qu'on m'a véhiculé aussi dans l'éducation que j'ai reçue. Et donc, vivant ici en France, dans cette société cosmopolite, voyant que il y avait de la dissonance entre ce que je voyais à la télé, ce qu'on me disait, ce que j'observais de moi-même aussi, j'ai développé cette capacité de questionnement. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as dû te déconstruire à un moment? Ah oui. Tu as dû déconstruire peut-être une forme d'éducation, une forme de... Ouais, ah oui, complètement, complètement. Et comment on fait, pour ceux qui nous écoutent, comment on fait pour oublier ce qu'on a toujours connu, en fait, oublier ce qu'on nous a inculqué? Comment on fait pour repartir à zéro, pour rebooter un peu son cerveau? Pour dire, j'ai Euh, envie de chercher une autre source d'information, en fait. Déjà, il faut faire preuve de curiosité. Moi, j'ai été voir par moi-même. Il y avait ce qu'on me disait d'eux et ce que je voulais voir de mes propres yeux. J'ai tellement voulu voir par moi-même que l'année dernière, j'ai été en Afrique pour voir de mes yeux. Et en effet, hein, ce qu'on nous véhicule de l'Afrique et puis La ce réalité, qu'on c'est autre chose, hein. la beauté, moi, quand j'étais petite, j'avais la vision de l'Afrique, c'est-à-dire la pauvreté, la famine. Nous, les images qu'on avait, c'était les enfants qui mouraient de faim, les mouches. C'était ça, hein, vraiment. Hein, c'était ça l'image qu'on avait. C'était fallait envoyer du riz en Afrique parce qu'ils mouraient de faim tous. On avait peur, en fait, quelque part, de l'Afrique. Oui, C'était pas attrayant, en fait. c'était pas du tout attrayant, et c'était encore moins une terre d'avenir. C'était une terre de pauvreté et de misère. Donc c'est dur de se construire en se disant aussi, je suis issue, donc par exemple moi en tant que caraïbéenne et qu'afro-caraïbéenne, se dire je suis issue d'un peuple de misère et de pauvreté, et il n'y a que ça qui existe de ce peuple, c'est-à-dire qu'ils étaient sauvages, miséreux, pauvres, pas éduqués, Alors que la culture est et tellement riche, et que ce n'est pas une grande Voilà. civilisation. Oui, c'est Seul ça. peuple n'ayant pas eu de grande civilisation, selon l'Occident. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est Et fou, hein. c'est difficile de se construire avec ça. Et moi, j'ai toujours eu ce questionnement de me dire, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a un seul peuple sur Terre qui n'a rien fait? Tous les autres ont avancé. Tous les autres ont fait quelque chose, il n'y a que nous. Nous, on n'a rien fait, quoi. On est si nombreux, il n'y a pas un intelligent pour Qui faire s'est un dit, truc tiens. intéressant. Non, c'est quand même étrange. Donc ça a dû être fabuleux pour toi, découvrir toute la richesse Oh là là, ça a africaine, été... caribéenne, Ah oui, que ça soit de l'art, que ça soit des cultures, des oui. coutumes, de la Ah oui. cuisine, des tenues. Enfin, c'est riche, c'est très très C'est riche. très riche et c'est un puits sans fond.
J'apprends encore énormément et je suis loin d'avoir tout appris, très loin d'avoir tout appris. C'est dur aussi parce que ça veut dire aussi faire le deuil de certaines pensées, se déconstruire comme tu disais, mais aussi faire le deuil de certains liens avec nos proches. Parce Ok, qu'il ne faut pas oublier que moi, du coup, ma vision ayant changé, elle change aussi de celle de ma communauté ok. et de ma famille notamment. Et donc, mon évolution crée de la distension avec mon entourage parce que bah, ma vision du monde, elle a changé. Et Ma pourquoi ça plaisait, perception. je sais pas si ça plaisait ou plaisait pas à ta famille, mais c'était quand même quelque chose de positif. Ils auraient pu se dire, bah, c'est génial, elle s'intéresse à ses origines, elle essaye de revenir vers quelque chose de plus ancré. Pourquoi ça les a frustrés? Parce que peut-être ça réveille en eux des choses pas Ah guéries. bah oui, je viens toucher à des choses qui n'ont pas été forcément travaillées de leur côté et qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler. Et ça, c'est juste. Moi, j'étais pas forcément très juste avec eux aussi parce que du coup, j'étais pas dans l'acceptation du fait que bah, eux aussi avaient le droit de pas vouloir travailler ces aspects-là. C'est vrai, C'est leur c'est une droit. liberté aussi. Ben oui. Et sauf que bah, moi, j'étais dans la T'as découverte et envie pour de moi, partager, dire, et t'as c'était trouvé ma l'évidence. vérité, Ouais. et ma vérité, je considérais que c'était la leur forcément. Mais en fait, non. C'est aussi un peu, c'est pas très juste aussi pour eux. Chacun chemine à son. Quels étaient les modèles du coup à ton époque? Comment on se construit quand on a des origines justement? Quels étaient tes modèles, tes références quand tu étais adolescente, jeune? Alors, j'ai eu la chance d'être une millennials. Donc moi, il y a eu l'explosion du R&B et du hip-hop américain pendant mon adolescence. Et puis, il y a eu l'explosion aussi du R&B français par tous les jeunes issus de l'immigration, par le rap aussi français, donc les NTM, les Bisso Nabisso, Arsenic, etc. Donc, c'était clairement ceux à qui on se référait, parce que moi, Oui, quand on j'étais écoutait ado, Zizou, ah Chanson oui, latine, ça a c'est commencé, arrivé après. c'est vrai. C'est arrivé après, c'est-à-dire fin d'adolescence, début de l'âge adulte, là les gens ont commencé à découvrir le zouk. Mais sinon, moi, quand j'étais jeune, quand on parlait des Antilles, c'était la compagnie créole. C'est clair. Les gens croyaient que c'était Francky Vincent, la compagnie créole, et accessoirement, si Cassa avait été cité, on était content. Quand il y avait la petite ref. Voilà, voilà, enfin, c'était ça. Allez pas trop en demander. Ça fallait pas trop. Enfin, la vision était limitée. Moi, j'ai connu une époque où moi, j'allais aux Antilles en vacances très, très, très souvent. Et quand je revenais de vacances, on me demandait s'il y avait l'électricité aux Antilles. Ah oui, Enfin, c'était ça, la réalité, la vision que les Français avait de l'Hexagone avaient de la France départementale aux Antilles. Il n'y avait pas d'électricité. Je pense que pour eux, on vivait dans des huttes. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Non, c'était dur quand même, c'était dur. On en rigole, mais ça doit être compliqué de se dire en fait, les gens ont une image de mon pays. En plus, c'est marrant parce que ça fait vachement écho, je trouve, avec le Maghreb aussi. Oui, Parce que vraiment, on a cette image-là de sable, de terrain noir et de marron partout. Alors que non, en fait, c'est pas des chameaux, c'est pas que des couscous, et c'est une culture beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste. Et c'est vrai que c'est très difficile, très particulier quand on est issu d'immigration et qu'on vit et qu'on est né en métropole. Je crois que t'es né en métropole, oui. toi aussi. Mais en fait, il y a deux choix. C'est soit on s'intègre, enfin s'intègre dans le sens qu'on entend, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu d'où on vient, ou soit on cherche ce terrain-là, mais par contre c'est vrai que c'est un peu glissant parce qu'en fait on a l'impression que les gens qui se recherchent, qui sont dans cette recherche des origines, ils sont pas à l'aise là où ils vivent actuellement, mais c'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on cherche d'où on vient qu'on a envie de partir de où on est actuellement. Mhm. Donc c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Est-ce que du coup toi tu as eu cette période de confusion où tu t'es dit ben, où j'ai perdu un peu mes repères parce que tu étais dans une recherche active, en même temps tu te construisais en tant que jeune femme qui vivait en France, qui doit faire ses études en France. Mhm. Est-ce que tu as eu une période de confusion, une période où tu te sentais pas à l'aise quelque part? Ah oui, ah oui. Et il y a encore des temps de confusion. Euh, Parce que parfois, il y a, alors déjà, premièrement, il y a l'idéalisation, c'est-à-dire que cette Afrique que j'ai rêvée, il y avait aussi un peu, ben, qu'est-ce qu'elle est en réalité, Ouais. et ce rêve, est-ce qu'il est concret, est-ce qu'il n'est pas concret, enfin voilà, donc il y a, oui, oui, en effet, il y a des moments un peu comme ça où tu sais pas trop, est-ce que ma vie est ici, est-ce que ma vie est ailleurs, mais je pense que ça fait partie du cheminement aussi. C'est-à-dire que tout comme
tu as des moments d'évolution, il y a des moments où tu vas croire certaines choses ou penser certaines choses, et puis des moments où tu vas te rendre compte, 1 année, 2 années, 5 années plus tard, qu'en fait tu faisais peut-être un peu fausse route, ou que ton esprit, ton état d'esprit a changé. Ce que moi je dirais, c'est que quand on est dans cette réflexion, il faut faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même. C'est un cheminement. C'est Et peut-être ça, de se déconstruire justement, c'est oui, prendre ce temps de casser et de chercher à fonder autre chose en fait. et se dire que c'est en constante mutation. Donc, c'est pas parce que j'ai déconstruit une pensée à propos d'un sujet et que ça ne peut pas encore évoluer, Bien sûr. encore bouger, que je peux pas même revenir à ma pensée initiale, mais en ayant cheminé, en ayant évolué. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire parce que j'ai changé ma vision sur ce sujet, eh ben, elle est entérinée et elle ne bougera plus. C'est Il vrai. faut être capable de se dire, ok, bah ça peut encore bouger et on est en constante évolution. Exactement. Alors en quelques mots, on va revenir maintenant, merci déjà pour ce beau moment de partage. Euh, Présente-toi avec tes mots, parce que c'est vrai que j'ai oublié de te le faire, mais comment tu te présenterais toi, Imani, aujourd'hui? Tu es une Oh, autrice, tu es une DJ, tu es une femme accomplie. j'ai du mal à me présenter, c'est C'est vrai? vrai. Ouais, parce que je saurais pas me mettre dans une case, en J'ai effet. pas de case. Je suis une femme multipotentielle. C'est vrai. Et je Voilà. trouve que pour le coup, j'entends ce terme-là souvent et je trouve que tu en es la parfaite illustration et que tu acceptes tous ces aspects de ta personnalité parce que tu vis de l'art, tu vis de la spiritualité, tu vis aussi d'un métier, je vais dire classique, mais de Oui, la santé. Et tu as pour le coup accepté qu'on peut faire plusieurs choses et qu'on peut être oui, aussi plusieurs choses en même temps. Et donc ça, c'est très 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 riche. Euh, Tu venais du monde médical, donc du oui. coup initialement. Qu'est-ce que ce métier il t'a appris sur l'humain? Ah. Vous avez 4 heures. Ouais, c'est une bonne question. Je vais essayer de te donner une question. Ah, alors, qui pourrait faire le lien quand même avec notre sujet De et virage. voilà, de virage, etc. Euh, S'il y a bien une chose que j'ai appris dans le milieu médical et dans le fait d'être face aux gens au moment de la naissance jusqu'au moment du passage de l'autre côté et aussi dans l'adversité, dans la maladie notamment, c'est que rien n'est permanent, y compris la vie. Donc, cette impermanence, elle est précieuse. Il y a des moments dans la vie où c'est compliqué, où c'est difficile, où on traverse des moments très complexes. Mais chaque moment, on peut on peut le transmuter et en créer quelque chose qui nous élève, qui nous grandisse. Et puis aussi créer des moments d'amour, même dans l'adversité. Donc ça, c'est, je pense, ce que Cette j'ai fragilité appris. de la vie, justement, Ouais, toi, tu trouves que c'est une beauté, que c'est une force ouais, quelque part? clairement. Au lieu de se dire, bon, t'es pas fataliste, tu te dis, parce qu'il y en a beaucoup dans le secteur médical qui n'ont pas forcément cette idée-là, qui disent, en fait, la vie est trop, très éphémère, qui est une charge de travail déjà énorme. Ouais, Et en plus, on est confronté à absorber, absorber, absorber. ouais, Vous êtes un rempart, donc vous devez. ouais, moi, j'absorbe pas. Comment tu fais, Ah, justement? j'ai travaillé sur moi. Enfin, alors après, je pense que j'ai un don particulier avec ça, mais moi, j'absorbe pas. Par contre, j'ai cette empathie. Je ressens vraiment l'autre et je ressens sa douleur et je chercherai toujours à apaiser, je pense, par plein de moyens différents, parce que je pense que tous les aspects de mes activités, c'est toujours la même chose, C'est c'est vrai? apaiser la douleur humaine, apporter du bien-être, du réconfort, voilà. Mais si j'ai bien compris une chose, c'est que si je m'assieds, si tu souffres et que je m'assieds à côté de toi et que je me mets à pleurer avec toi pour ta souffrance, je pourrais pas t'aider. Ok. Il faut d'abord mettre sa ceinture avant de mettre la Quand ceinture tu es de dans un l'autre. avion, tu mets ton Exactement. masque pour pouvoir sauver les autres. Donc ça sert à rien en fait de m'asseoir et de m'apitoyer et de pleurer avec toi. Par contre, comment je peux t'aider? Bah, c'est en me contrôlant un peu, alors, contrôler c'est pas le bon mot, mais en maîtrisant un peu mes émotions. Et Et avoir cette distance juste, peut-être ouais, intelligente, pour pouvoir avoir de la visibilité peut-être sur l'autre. c'est ça. Et de me dire que bah, cette douleur que je ressens chez toi et qui me fait mal aussi, bah, je vais utiliser cette force, cette énergie que ça génère Ok. pour déployer l'énergie nécessaire à t'aider. Ok. C'est ça ce qu'on appelle la transmutation. Ok. Et du coup, tu venais du milieu médical, Ouais. et après, tu es parti un peu dans l'art, on peut dire. Euh, comment, comment l'art est venu à toi? Comment cette envie de créer, de partager, comment l'artistique est venu à toi? Alors, j'étais déjà dans l'art avant d'être dans le milieu médical, en fait. Ok. Et moi, je suis artiste depuis
depuis que je marche, quoi. Enfin, j'ai dansé avant de marcher quasiment. Et j'ai commencé le conservatoire, j'avais 5-6 ans. Donc j'ai toujours été dans le milieu artistique, j'ai dansé toute ma vie. J'ai dansé beaucoup à un très très bon niveau. Donc j'ai eu un parcours un peu académique où j'ai appris aussi à gérer la souffrance, la douleur physique, et ce que ça et la La rigueur du performance, sport, la bien sûr, hein. rigueur, les heures non comptées, les week-ends sacrifiés. Enfin tout ça, j'ai grandi là-dedans. Et puis après, bon ben, je suis d'une génération aussi où il fallait avoir un métier et que l'artistique c'était pas un métier. Donc l'humain ça me correspondait bien. J'ai pas fait médecine parce que je voulais justement être en contact avec l'humain et que pour moi médecine ça m'éloignait trop de la relation au patient. D'accord. Donc c'était sage-femme ou infirmière puéricultrice, et infirmière puéricultrice ça m'ouvrait plus Plus de de portes. possibilités de changer, de bouger, parce que j'ai la bougeotte, tu as pu le Oui, constater, ça va. j'ai un peu la bougeotte. Donc voilà. Et est-ce Et que l'art et du coup, tu viens du coup, tu as fait tes études, tu es ouais, devenue maman, ouais, j'ai fait on une pause oui, heu, artistique. c'est ça, parce que ça arrive, on peut pas t on peut comment on revient dedans? Comment on se dit: «Bah, en fait, j'ai envie de reprendre», c'est une partie de toi qui t'appelle? Ouais, c'est ça. Alors, elle t'appelle de différentes façons. Moi, elle m'a appelée, ça c'était dur. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'éveil à la dure, pas C'est-à-dire l'éveil dur? c'est-à-dire que j'ai eu un moment où ça allait pas du tout. Après OK, la naissance de mon deuxième enfant, j'ai eu un choc émotionnel, et alors, ça a été là un peu j'étais dans un moment de fragilité puisque je venais tout juste d'accoucher, bien sûr. et donc ça a été un peu la dégringolade OK. émotionnellement, psychiquement. Et bah, là, quand on est, je dis souvent, quand on est au fond de la piscine, on n'a que 2 solutions. Soit on se laisse, noyer, soit on pousse sur le fond de la piscine pour monter à la surface. Bon, bah, j'ai poussé sur le fond de la piscine, et Et comment tu es remontée à la surface justement? j'ai vécu une renaissance vraiment, alors spirituelle d'une part. Il y a un requestionnement spirituel qui s'est activé en moi, et puis j'ai eu des synchronicités, des belles rencontres, des personnes qui m'ont remis le pied à l'étrier dans la danse. Je pense notamment à une prof de danse qui s'appelle Tiger Saint-Laurent, qui m'a dit: «Mais viens à mes cours», que j'ai rencontré dans le milieu médical et qui m'a dit: «Mais viens danser avec nous juste pour le plaisir, pour te remettre dedans». Et c'est arrivé au moment où tu étais au fond de la piscine Oui, justement? C'est oui, souvent comme ça, on a souvent des belles oui, rencontres à un moment, et j'ai su saisir, oui, c'est aussi ça. et j'ai su saisir, et comme et puis je suis quand même à l'écoute de tous ces signes, donc je vais au cours de danse qui est dans un univers que je ne connais pas, puisque en fait elle donnait cours, elle me l'a pas précisé et je m'en fichais complètement, elle donnait cours dans une association LGBT. D'accord. Donc moi j'arrive dans cet univers-là, qui est un univers encore différent de ce que j'avais pu connaître, puis je suis super bien accueillie, voilà, j'arrive et on me tend les bras, et je retrouve mon sage-femme qui prend des cours là-bas aussi, avec qui j'avais sympathisé, Ah oui, comme un signe pour me dire tu dois ça être là. tu dois être là, ça s'aligne. C'est tu es Exactement. au bon endroit. Et puis moi, je viens d'accoucher, j'allaite encore, j'ai pris du poids suite à ma deuxième grossesse. J'ai perdu ben, ma flexibilité, j'ai arrêté la danse depuis quelques années, et donc je dois me réapproprier le mouvement, le corps. Et mon corps, il répond pas comme il répondait il y a 8 ans ou 7 ans. Bien sûr. Ou, voilà, il répond différemment, et c'était compliqué. Et puis aussi, ma vision de mon corps Tu par étais rapport... dure avec toi-même? Tu avais Ah un ouais, j'étais pas à l'aise, je me trouvais pas à ma place, quoi. Et tu étais puis, frustrée de pas être au c'était niveau, de pas c'était pouvoir montrer ce que tu avais envie de clairement, clairement, parce que quand mon esprit voulait bien faire certaines choses, mais mon corps me disait: «Ah non, ça fait longtemps que tu ne le ouais. fais plus». Heu, donc c'était compliqué, Oui, et puis l'image que j'avais de mon corps, pour moi, ce que c'était un corps de danseuse et oui. puis le corps que j'avais, c'était pas du tout la même chose. Et en fait, ils m'ont fait un beau cadeau, mes potes de la danse, parce que, eux, déjà sans regard sexualisé, puisque du coup il n'y avait pas Il y a pas cette notion de cette charme et cetera. il y avait pas cette notion de séduction.
On m'ont parlé de mon corps, m'ont parlé de ma féminité d'une manière complètement inédite. C'est grâce à des hommes qui aiment les femmes, qui ne les désirent pas, mais qui les aiment, Oui. que j'ai pu me réconcilier avec ma féminité. Oui, parce qu'en fait, il s'était pas intéressé. Pour le coup, c'est des compliments avec, assez comme si une femme te faisait un compliment quelque part, en fait. Mais avec un regard masculin. Oui. Et ça t'a fait du bien? Ah mais ça m'a complètement révélée à Comme quoi moi-même. l'importance des belles paroles, de la douceur, de donner juste de l'amour, c'est Et puis cette spontanéité, ce don, c'est un cadeau énorme qu'ils m'ont fait avec tous ces mots. Où, moi, ils me parlaient de mon visage, de mon corps, de mes formes. Ils trouvaient ça beau. Puis moi, je me disais, mais de quoi parle-t-il? Je regardais dans le miroir, je me disais, mais ils sont dingos. Mais et à quel c'était moment tu as très pris beau. conscience que c'était vrai? Que tu étais capable d'être, une danseuse, que tu étais capable d'être une femme belle? À quel moment tu as repris confiance en toi? Au fur et à mesure des semaines qui Parce que tu n'as passaient, pas lâché, du coup? j'ai pas Parce qu'il lâché. faut s'organiser quand on est maman, qu'on travaille, qu'on a 2 enfants. C'était très Il faut dur. ça c'est il y a aussi cet Ouais. aspect déjà psychologiquement de ouvrir la poignée de la porte de la salle, il faut y aller, Ouais, parce qu'on se sent pas forcément légitime et qu'on a toutes ces questions en tête, donc déjà il faut se faire violence quelque part ouais, et aussi de garder cette rigueur de dire: «Mais en fait, on a 1000 choses pour éviter le cours de danse. Oh, il faut le petit est malade, je dois chercher ça, je dois chercher ça». c'est ça. 2 heures dans la semaine, on peut en faire 1000 choses. Heu, Pourquoi tu t'es imposé cette discipline? Pourquoi tu t'es dit: «Il faut que je garde ce petit temps pour moi, Mélanie»? C'était devenu un rendez-vous avec les copains, OK. déjà. Donc c'était ma soupape. C'était c'est-à-dire que j'avais 2 heures par semaine à moi. Le reste était consacré à ma famille, à mon travail, à tout le monde, sauf à moi. Je suis quelqu'un qui m'écoute pas beaucoup. Je pense que tu as dû le remarquer, du fait de toutes mes activités, je suis Mmh. pas très centrée sur moi. Et là, c'est devenu vital c'est-à-dire qu'au-delà de la danse, c'était le rendez-vous avec les copains, les copines, on rigolait, C'était plus le lien social maintenant qui t'intéressait plus c'était le que lien les liens social, c'était le artistiques. partage, c'était aussi, de pouvoir être une autre moi. J'ai pu aussi découvrir d'autres aspects de ma personnalité, Comme d'av lesquels? ben, le côté un peu plus fofolle, un côté un peu moins rigoureux, enfin, Un peu heu, moins dur avec soi-même aussi. J'ai ouais, l'impression que tu étais assez peut-être assez dure, un peu, ouais, voilà, ouais. exigeante. Ah oui, je le suis toujours, Oui. ouais, je le suis toujours. Là, ben, on pouvait se lâcher, c'était pas grave, quoi. On pouvait se tromper, c'était pas grave non plus. Et pourtant, il y avait quand même de l'enjeu parce qu'on avait quand même des scènes. On a fait quand même, on était quand même dans la Gay Pride et on avait les chars, on dansait pour les chars de la Gay Pride et tout. Donc, il y avait quand même des échéances, hein, il y avait des scènes dans l'année. Il y avait le tournoi international de Paris aussi, sur lequel on dansait sur scène tous les ans. Et vu que tu sors Donc, d'un parcours assez sportif dans ton enfance, ça m'a cette j'ai pression voilà, retrouvé ce tu te truc-là. redécouvert. Ouais, ouais, vraiment. Et puis ce truc de dire, bon, il y a une échéance, il faut que je sois au niveau pour que je puisse C'est être ce que tu aimes en sélectionnée pour fait, la voilà. scène. Donc je me boostais, je révisais les chorés, j'ai retrouvé un peu ce truc-là Et aussi. après la danse, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Parce que tu as fait plein de belles choses ensuite après. Oui, alors du coup, il y a eu la danse, il y a eu l'arrivée de la capoeira en même temps dans ma vie, puisque ça faisait longtemps que j'observais la capoeira, mais pareil, j'arrivais pas à trouver le temps de faire en sorte de faire découvrir la capoeira à mon fils, à mon aîné. Mon deuxième était bébé. Et donc, les choses se faisant, j'arrive à trouver, je vois qu'il y a, il y a un temps de découverte de la capoeira à côté de chez moi, et je suis disponible. Donc, j'emmène mon fils, Là, qui c'était adore. aussi un moment aussi familial plutôt. C'était familial. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, d'un moment pour toi, qui était la danse, tu avais envie, je pense aussi inconsciemment, de se dire, en fait, je peux avoir des moments de qualité, de plaisir aussi avec mes enfants. Oui, Et partager un côté un peu associatif, un peu humain. Et je pense que la capoeira, pour le coup, c'était un bon tremplin. ouais, Bon, la vérité a fait que c'était un coup de cœur énorme pour ton fils, parce qu'aujourd'hui, il est oui, ceinture noire de capoeira. Bon, voilà. On en parlait, c'est un grand capoeiriste, maintenant on oui, peut dire. oui, Mais du coup, je pense que ça partait de là en fait. Que la vie associative, elle est aussi riche, elle peut aussi nourrir aussi ta vie familiale en fait. Et que c'est c'est pas ça. l'un ou l'autre en fait. Et puis c'était aussi ben, le partage d'une histoire.
parce que la capoeira, c'est l'histoire de l'esclavage. Et donc, je voulais aussi rattacher mon fils à son histoire, à notre histoire commune, en même temps passer des moments de qualité. Bon, c'était pour lui hein, initialement, et puis pour qu'il ait une activité physique, mais qui soit en lien avec son histoire. Et puis c'est devenu lui, puis son frère, puis moi, puis nous tous les trois, et puis maintenant ça fait C'est une partie de belle notre histoire. vie Ouais. depuis 12 ans. Donc il y a eu la capoeira, la danse, On embrasse toute l'équipe de Mouzenza d'ailleurs. oui, c'est la famille même. Et dont tu fais partie, hein, à vie, hein, d'ailleurs. C'est Hein. vrai, c'est Oui, vrai, c'est vrai, je serai toujours. oui, toujours, toujours. Et justement, là, on parle de l'esclavage. Comment est née cette envie de, du coup, là, on parle, là, la capoeira, c'est encore une autre histoire. Comment est née cette envie pour toi de te reconnecter à l'Afrique? Est-ce que c'est né à peu près à ce moment-là, où tu avais envie d'aller un peu plus loin dans tes recherches? En fait, comme il y avait le questionnement spirituel, à un moment donné, s'est posé la question de la logique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a cet esprit critique que j'ai toujours eu. Et donc, cet esprit critique, je l'avais déjà enfant, c'est-à-dire que déjà, je questionnais énormément notre religion. Donc moi, je suis issue d'une famille chrétienne, et avec des catholiques et des protestants. Hein. Parce qu'aux Antilles, hein, et puis d'ailleurs aux Antilles, on va de l'un à l'autre sans aucune difficulté. On peut être catholique une partie de sa vie, protestant, puis redevenir catholique, c'est assez libre. Et par contre, c'est vrai que c'est pas très négociable aux Antilles, c'est-à-dire que se convertir à autre chose, c'est pas très admis. On est hindouiste ou catholique, enfin chrétien, et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Mais quand tu parles de questionnement spirituel, c'est que déjà de base, je pense que tu croyais en quelque chose. Oui. Parce que pour se poser des questions, il faut se dire que voilà, tu croyais en quelque chose, à une force, quelque chose au-dessus. Ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui? Oui. D'accord. Donc, est-ce que c'était plutôt, tu croyais en une force, en une divinité quelque part, en une énergie, ou quand tu dis questionnement spirituel, qu'est-ce qui dans la tête d'Imani se passait? C'est ça que j'aimerais Oui. comprendre. Alors la petite Imani, elle se disait, je trouvais qu'il y avait de la dissonance entre ce qu'on me disait de ce Dieu, on va dire ce Dieu, et ce que moi j'en pensais. Moi, de ce que j'en pensais et de ce que j'avais compris dans les lectures, c'était que c'était un Dieu d'amour, de paix, de partage, de bienveillance, voilà. Et on me disait qu'il nous punissait, qu'il nous châtiait, qu'il n'aimait pas ci, qu'il y avait le paradis, l'enfer, enfin. Et moi, en fait, je comprenais pas que eux, ils sont gentils, eux, ils sont mauvais, que si on croit pas comme nous, c'est qu'on n'est pas choisi par Dieu. Alors moi, pour moi, c'était pourquoi il nous a tous créés avec des croyances différentes si Ouais, donc c'est il y avait pour... beaucoup de questions en fait. Ah oui, je posais énormément de questions, et puis la réponse, elle était claire. C'était mais enfin, C'est comme ça et pas autrement. bah oui, enfin, pourquoi tu te poses des questions? On t'a dit de croire, enfin Et tu une fois crois. adulte, tu cherchais plutôt un mouvement religieux? Tu cherchais à appartenir à un mouvement Pas religieux? du tout. Je cherchais la paix intérieure. Je cherchais la paix Que tu ne intérieure trouvais pas dans le schéma religieux classique dans les contes. Et puis surtout, c'était pas cohérent avec ce que j'apprenais de mon histoire, moi, de mon histoire personnelle et de celle de mes ancêtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je peux pas croire au Dieu pour lequel mes ancêtres ont été mis en esclavage. Ok. Ça n'a pas de sens. Par loyauté vis-à-vis de mes ancêtres, par loyauté pour le sang qu'ils ont versé, par amour pour eux, je ne peux pas croire dans ce Dieu qu'on leur a imposé par le sang, par le fouet, par l'arme, en fait. Donc du coup, pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pourquoi tu t'es dit, je viens athée, j'y crois plus. Pourquoi tu as gardé cette J'ai petite pas foi? dit j'y crois plus. Oui, justement. J'ai Tu dit as gardé une certaine spiritualité, une certaine flamme, oui, j'ai l'impression quand même. oui. J'ai pas dit Dieu n'existe pas. J'ai dit celui auquel vous avez voulu me faire croire Ce n'est pas n'existe celui-là. pas. Celui qu'on m'a expliqué, c'est pas lui qui. C'est pas le mien. C'est pas le C'est peut-être le vôtre. Ça vous regarde. Et chacun son chemin. C'est pas le. C'est peut-être le vôtre, mais c'est pas le mien. Et en tout cas, j'ai pas envie de nourrir son énergie. J'ai D'accord. plus envie de nourrir son énergie par mes prières, D'accord. par mes intentions, par ma foi. J'ai plus envie de nourrir ça. Donc il y avait vraiment cette envie d'être honnête jusqu'au pied
jusqu'au cerveau, en fait, Oui, même au-dessus, jusque les jusqu'à nuages. l'âme. Tu avais besoin d'être aligné, tu Oui, commençais à t'aligner, tu avais besoin d'être aligné sur tous les aspects de ta vie. oui. Et du coup, tout le monde n'a pas cette faculté d'introspection-là, parce que c'est pas agréable de remuer des choses comme ça. Que c'est un peu déconstruire, un peu comme on disait tout à l'heure, son identité, redéconstruire un petit peu Mhm. ce qu'on est. Ça peut faire peur. T'as pas eu peur de dire en fait, oh, ça va loin, ça va loin, je me pose trop de questions, je m'interroge trop? Non. Non. On me l'a dit. Moi, je pense qu'on a dû te le dire parfois, de dire, Oui. oh, Euh, arrête avec tes questions, Ouais, on me l'a dit. va au plus simple. Ouais, on me l'a dit beaucoup. Mais je crois que, alors, et en plus dans ma famille, parce que c'est aussi te mettre à l'écart de Mais ton oui, environnement, parce de que ta famille, c'est des de, valeurs en commun très importantes, ouais. dans certaines Quand on familles. pratique la même Bien religion, sûr, ça aide à connecter. ça, ouais, exactement. Et quand on décide de ne plus croire à certaines choses, de ne plus suivre certains principes, quand on décide aussi que certaines paroles, parce que moi, il y a certaines paroles que je n'accepte plus aussi, Comme que je ne lesquelles? tolère plus. Toutes les paroles de hiérarchisation des races, par exemple, de hiérarchisation de colorisme aussi, je ne tolère plus. Les paroles de valorisation de la colonisation qui ont été intériorisées par nos peuples. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'il y a des phrases ou des moments marquants qu'on t'aurait Oui, déjà dit? on est capable de me dire, par exemple, euh, il faut quand même remercier la France pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. D'accord. Moi, je peux pas remercier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est pas entendable. Pour moi, ce n'est pas entendable. Je remercierai jamais la France pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, et pour tout ce qu'ils ont fait à mes ancêtres. C'est pas possible. Je suis pas anti-française. J'ai rien contre la France en tant qu'État. Oui. Par contre, je vais pas remercier pour tout ça. Non, c'est pas possible. C'est pas entendable pour moi. Parce que tu t'es reconnecté à ton histoire, parce que tu t'es peut-être renseigné aussi, Oui, oui. Et surtout cette France qui ne demande pas pardon. surtout. Donc non, Tu penses que c'est suffisant, toi, les jours d'abolition de non, l'esclavage, etc. Tu penses que non, c'est assez? non. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous, quand je dis nous, citoyens français. Mais il faudrait, pour moi, pour demander pardon, il faut être dans une démarche de réhabilitation aussi. Donc il faudrait déjà rendre ce qui a été volé. D'accord? Il faudrait reconnaître ses torts réellement, c'est-à-dire sans les minimiser, voilà. Et puis aussi Les remercier. dédommager ceux qui parce que quand on a commis un acte répréhensible, bah, on dédommage. Quand devant la loi on a commis un acte répréhensible, bah, c'est ce qu'on nous demande, de dédommager les victimes. Donc il faut dédommager les Tu victimes. penses qu'on peut dédommager ce genre Non, de choses? non, De crimes contre l'humanité qui non. peuvent exister? Oui, c'est un crime contre l'humanité, c'est même le plus grand crime contre l'humanité. Et non, on ne pourra jamais dédommager, mais il faudrait bien commencer par quelque chose. Oui. On sait que de toute façon, la dette, elle est inestimable. La dette morale, la dette psychique, la dette culturelle, elle est inestimable. Donc moi, je dis que ce ne sera pas remboursable. Par contre, on peut tenter de travailler sur le racisme systémique, sur comment aider, par exemple Haïti, le statut d'Haïti, qui continue de rembourser la dette pour la libération de l'esclavage quand même, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Haïti est encore en train de rembourser sa dette, ce qui est quand même grave. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de dette d'Haïti. Enfin, voilà, voir aussi les descendants de colonisateurs qui ont été dédommagés pour la perte de leurs esclaves, bah, il faudrait revoir un peu tout ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut revoir. Quand on veut vraiment demander pardon, on se remet en question. Pour moi, juste dire, bon, bah, on va vous donner une journée de commémoration, c'est même pas un jour férié. C'est vrai en plus. Donc ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est donner un os à ronger pour qu'on arrête de se plaindre. Mais c'est pas une réelle volonté de Tu reconnaître. penses que ce que tu dis dérange parfois? Ah oui, bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Mais je suis pas là pour les arranger. C'est vrai.
Et Moi, je suis est-ce que tu as trouvé d'autres personnes qui pensaient comme toi, qui t'ont oui, légitimé? oui, bien sûr, dans le milieu panafricaniste, dans le milieu afrocentré, les questionnements se posent et Ça t'a fait du les bien de sujets rencontrer des gens qui avaient les ouais, mêmes idées que toi? Qui ouais. partageaient cette, Après plus ou moins radicale, moi je suis pas une radicale, voilà, je cherche l'équilibre. oui, Il c'est y ça. a il y a il y a des Mais tu es personnes qui ont éveillé, tu es en conscience de j'ai ça. conscience de C'est ça, déjà une première étape, j'ai l'impression, donc, oui. d'être conscient de ça. C'est ça et de ce qui parce que ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus accepté ce qui était accepté par le passé et donc je pense que, en France, mais en Occident de manière générale, le fait que certains peuples, aujourd'hui, n'acceptent plus, ne tolèrent plus certains propos, certains actes, ils se disent: «Non mais oh, enfin, faut arrêter, ça va, c'est le passé, il faut avancer, il faut passer à autre chose». Bah non, pour pouvoir mieux se construire dans l'avenir, il faut bien connaître son passé et puis aussi pouvoir cheminer et en faire le deuil et le guérir. Et donc on l'a bien vu, notamment par exemple avec la Shoah et tout ce que ça a impliqué, le travail de reconstruction de mémoire, ce qu'il a pu apporter au peuple juif en fait. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est exactement la même chose, c'est de faire ce travail de mémoire, de faire ce travail de reconnaissance, non de hiérarchisation, Oui, mais après, vraiment tous les combats sont légitimes. tous les combats sont légitimes et donc nous, ce qu'on dit, c'est, arrêtez de dire: «C'est bon, ça suffit, on arrête d'en parler». Non, c'est quand même 4 siècles. 4 siècles et on ne parle que de la traite des noirs, c'est-à-dire du commerce triangulaire. On ne parle mê on a je n'ai même pas parlé encore de la traite arabo-musulmane qui a précédé, la traite le commerce triangulaire qui Bien était sûr. interne à l'Afrique. Donc c'est de ça dont on est en train de parler. Un peuple qui a des millions et des millions, c'est un génocide, hein. Des C'est millions et des millions de morts. et à quel moment, toi, ça t'a aidé, à on parle justement du chemin de l'âme, c'est le titre d'ailleurs de ton livre. Ouais. À quel moment ça t'aide, toi, de mieux connaître ton passé, de comment ça t'aligne, toi, de savoir ça? Déjà rien que de savoir que, tout ça a été mis en œuvre pendant tant de siècles et que je suis là pour en Que tu parler, existes? j'existe. Tu as l'impression que c'est un message que tu dois porter? C'est Que c'est une puissant, c'est responsabilité? d'une grande puissance. C'est d'une grande puissance. Un peuple qui a tout a été fait pour qu'il soit, pour qu'il disparaisse de la surface de cette terre Et d'être là et j'existe. ouais. J'existe. Rien que ça, c'est un message puissant. Et donc rien qu'avec cet indice que je vois tous les jours dans le miroir, je n'en fais rien. Et ça t'aide à te reconstruire, te dire: «Je j'ai pas le droit de me plaindre, je suis obligé de profiter de la vie, d'aimer la vie»? Non, je me dis pas ça, mais je me dis que, je peux pas, J'ai une responsabilité. j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes ancêtres. Ils n'ont pas versé leur sang, ils n'ont pas souffert autant pour rien. Tu penses que c'est une mission que tu dois, partager? Tu penses que c'est une partie de toi aujourd'hui qui est importante que Oui, ah OK. oui, parce que mais ne au départ, c'était pas une mission où je me sentais de généraliser mon propos, hein, pas du tout. On me demande de parler, mais à la base, je pensais pas généraliser mon propos. Moi, pour moi, ma responsabilité était de transmettre à mes enfants pour que mes enfants transmettent à leurs enfants. Mmh. C'était ça Ça va plus l'idée, loin aujourd'hui. et ça va beaucoup plus loin aujourd'hui, mais moi, initialement, l'idée, c'était vraiment de changer à mon échelle, faire changer la mentalité de mes enfants et de me dire que parce que chacun d'entre nous prendra cette responsabilité, nos peuples changeront, nos visions changeront. Donc de jouer ma carte à mon échelle. Et puis je me rends compte que finalement mon discours, il fait écho à Il beaucoup de touche. monde. C'est quelque chose que tu répares, j'allais dire. Je pense que le mot répare est juste. Dans tes ateliers de Ouais, spiritualité, je pense que ouais. c'est quelque chose aussi que les gens ont besoin de réparer ou d'écouter ou de Oui, je pense que ce qui touche les gens, c'est que mon message, il est pas empreint de haine ou de colère. Il est juste, c'est un constat que je fais d'une réalité qu'un peuple a subie par rapport à d'autres peuples. Et je dis comment on peut faire dans l'amour, la bienveillance pour reconstruire. Je ne suis pas en train de dire faisons la guerre ou voilà, ce que je dis, c'est comment nous on prend notre place. Parce que clairement, hein, on ne va pas nous la donner. c'est C'est sûr. à nous de prendre notre place et on peut la prendre en écrivant, en faisant des ateliers, en étant plus alignés, en étant en cohérence, en pratiquant notre Est-ce que tu te sens spiritualité. libre justement aujourd'hui? Non, pas vraiment.
C'est vrai? Pas vraiment, pas D'accord. encore. Non, non, non. C'est encore, on marche un peu, c'est-à-dire qu'on sent bien que cette posture, elle n'est pas forcément appréciée, dans l'environnement général. Surtout dans l'Occident qu'on vit en ce moment où il y a une sorte de Malaise, retour, ouais. vers moins d'ouverture. Moi, ce que j'ai connu dans les années 90, c'était tout le monde ensemble, on se posait pas de questions. Là, on retourne, c'est vrai, vers Aujourd'hui, des, on retourne vers un repli un sur message soi. sectaire, un petit peu quelque Ouais, part. Et exactement. pour toi, être libre, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi une femme libre aujourd'hui pour toi? Ah, c'est quoi une femme libre? Euh, c'est une femme qui ne serait pas, qui pourrait exprimer sa féminité dans tout ce que ça peut impliquer, y compris dans sa masculinité, D'accord. qui peut être féminine dans tous ses aspects, en étant mère, en ne l'étant pas, en étant homo, hétéro ou autre, en étant habillée en femme ou habillée en homme ou habillée en ce qu'on veut. Bref, comprendre que la féminité, ça s'exprime sous plein de facettes différentes et que c'est pas moins féminin de ne pas paraître féminine. Et donc, pour moi, une femme libre, c'est une femme qui peut se sentir pleinement femme tout en exprimant sa féminité comme elle a envie de l'exprimer. D'accord. C'est une belle définition de la féminité ou de la non-féminité quelque part. Parce que Oui, être féminine, c'est aussi ne pas l'être parfois quelque oui, part. Ça oui, peut être une forme de féminité. oui. On D'accord. peut être très féminine sans être féminine. Et puis, l'énergie masculine fait partie de l'équilibre. Pour tout être, il y a énergie féminine, énergie Est-ce que tu masculine. penses qu'une femme forte, justement, ça peut faire peur aux hommes? Ah oui, ah oui, ah oui. Tu penses que tu fais plus peur aujourd'hui que tu le faisais quand tu étais justement plus vulnérable, quand on parlait justement de quand tu étais au fond de la piscine justement? Tu penses que tu es plus forte aujourd'hui que cette Imani-là? Oui, je pense que je paraissais plus forte à l'époque où j'étais au fond de la piscine. Je paraissais plus forte, mais je pense qu'en réalité, je suis plus forte aujourd'hui. Pourtant, je parais plus vulnérable. Parce que cette vulnérabilité, c'est une force justement. Ouais, Rire, vibrer. je laisse plus place à mes émotions. Je suis une grande émotive. Moi, je suis émue partout. Je pense que je fais partie de ces gens qui sont amoureux de l'humanité, de la vie. Donc moi, je suis émue par un petit chaton que je vais voir, ça m'émeut. Un beau paysage, ça m'émeut. Une personne qui va dire ou dégager quelque chose, ça m'émeut. Donc c'est vrai que j'ai cette sensibilité que je laisse plus transparaître aujourd'hui. Avant, j'avais ce carcan où je me fermais, où je ne montrais pas cette douceur. Donc, parce que j'avais l'impression que c'était pas de la force. Aujourd'hui, j'ai compris que non, au contraire, ma douceur, c'est aussi ma C'est aussi force. une richesse, Oui. exactement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui aimerait changer de vie, qui n'ose pas aller au bout de ses idées, qui n'ose pas? Ah oui. Oh, faut commencer un petit. Faut commencer petit. C'est quand on fait des petites marches, après on finit par monter des grands escaliers. Exactement, parce que là, tu es parti du son de la poignée d'une porte de danse, Oui, comme quoi. oui, Et c'est parti de là que plein de choses s'est mis en place, que oui. les ateliers, enfin, Faut se donner sa chance, essayer petit, ça marche, et puis ça marche pas, et et puis aussi une certaine rigueur. Moi, je pense que justement, c'est pas juste oser une fois, c'est t'aller, quand tu ouvres la porte, tu vas. Alors, oui, t'as raison. C'est pas, Sur la rigueur, t'as raison. c'est trop facile de dire, voilà, il faut suffit d'y aller. Y aller N- une fois, oui, mais toi, tu y allais tout le temps. Tu prenais ce temps-là, tu prenais souvent, c'est juste ces 2 heures, on parle de 2 heures, mais tu prenais ces 2 heures. Donc c'est aussi ça, oser. Oser, c'est aussi cette régularité. Oui, et c'est devenu beaucoup plus que 2 heures maintenant. Les enfants ont grandi. Heureusement que les enfants grandissent parce que c'est devenu beaucoup plus que 2 heures maintenant. Maintenant, c'est tout le temps, tout le temps. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a cette rigueur. Et puis, je me suis imposée, c'est-à-dire que je ne voulais plus revivre ce que j'avais vécu. Donc, je me suis imposée cette rigueur à moi-même de dire, ben, même si c'est 1 millimètre, mais il faut continuer d'avancer. Et puis parfois tu régresses un peu, mais toujours dans la direction d'avancer quand même. D'accord. Donc je fais 3 pas en avant, peut-être 2 pas en arrière, c'est pas grave, mais j'ai quand même fait un pas, que c'était un corps de danseuse.